Heureusement qu'il y a 2 ou 3 promos intéressantes, sinon j'aurais l'impression de voir le même SmackDown chaque semaine. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 7 mars 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur ma page Tipeee qui est en lien dans la description. Randy Orton est sur le ring. Évidemment, il nous parle de John Cena, mais va surtout parler de Kevin Owens. Il respecte la carrière de KO, mais pas l'homme. Il pense que Kevin Owens est jaloux, rappelant qu'il a tenté de détruire la carrière de Cody Rhodes parce qu'il voulait son titre, ou de détruire Sami Zayn parce qu'il était devenu plus populaire que lui. Il rappelle aussi le piledriver qu'il a reçu de la part d'Owens alors qu'il cherchait à protéger son ami. Il s'était promis, lorsqu'il serait de retour de son opération du dos, qu'il ne laisserait plus rien l'ennuyer dans sa carrière. Mais Kevin Owens est allé trop loin et le RKO à Elimination Chamber n'a pas satisfait les voix dans sa tête, ces voix qui ne lui avaient pas parlé depuis une dizaine d'années. Il n'a qu'une envie, porter un punt kick à Kevin Owens. C'était une excellente promo de la part de Randy Orton qui, comme il le dit à la fin, a ses voix dans sa tête qui commencent à lui reparler. On l'a vu lors de Elimination Chamber lorsqu'il a fait son retour, lorsqu'il a tenté de porter son punt kick. Oui, ses voix commencent à lui parler et c'est le Orton qu'on aime aussi. Évidemment, le Orton Babyface, on l'aime, mais le Orton Babyface qui peut pencher sur le côté psychopathe, qui peut pencher sur le côté si on porte un ou deux punt kicks, c'est pas si grave. Je pense qu'on serait tous ravis de le voir et je serais pas étonné que cette histoire se termine avec un punt kick. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une excellente promo qui va évidemment nous mener à un Kevin Owens face à Randy Orton à WrestleMania. Tiffany Stratton fait face à Piper Niven dans un combat de 8 minutes. Tiffany Stratton faisait face à Chelsea Green la semaine dernière et ça fait plutôt sens qu'elle fasse face à Piper Niven aujourd'hui. Un combat de 8 minutes qui était vraiment sympa. On a une Tiffany Stratton qui essaye d'innover, qui essaye de montrer de nouvelles choses sur le ring. J'ai notamment ce springboard Swanton où elle ne va pas rebondir dans les cordes avec ses pieds mais bien avec ses genoux et c'était une très belle prise. Mais sinon, comme je l'ai dit, c'est un bon match. J'ai l'impression que Piper Niven ne fait pas énormément de choses dans ce match. Elle contre Tiffany Stratton à 2-3 reprises et finalement on a une énorme pub. C'est pour ça que je dis que c'est un match de 8 minutes mais on a une grosse pub pendant le match. On a plutôt un match de 4-5 minutes, quelque chose comme ça. Et si finalement Tiffany Stratton qui va l'emporter avec un moonsault magnifique, directement après le match, Tiffany Stratton va se faire attaquer par Charlotte Flair qui va lui porter la prise en 8. Et oui, Charlotte Flair, Tiffany Stratton, ce sera pour WrestleMania. On peut s'attendre à ce genre d'attaque dans les prochaines semaines. Alors évidemment, ce genre d'attaque, ça va être sympa, mais il va falloir quand même des promos, il va falloir écrire quelque chose entre ces deux femmes, parce que de l'autre côté de la division féminine, on a Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair. Là, Charlotte Flair, Tiffany Stratton, il va falloir quand même écrire du lourd. Match pour devenir l'équipe aspirante au titre de DIY, on y retrouve Los Garza, Motor City Machine Guns et les Pretty Deadly, un match qui va durer 7-8 minutes, alors un poil déçu parce que j'en aurais aimé plus. Et oui, on sait qu'à chaque fois que ces équipes s'affrontent, que ce soit dans des formats 1 contre 1, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, bref, peu importe, on sait qu'on a des matchs de qualité dans cette division par équipe, mais là je trouve que c'est un poil court, parce que oui, c'est un match de 7-8 minutes, mais on a une énorme pub pendant le match, et donc bah ouais, j'aurais aimé 4-5 minutes en plus parce que c'est vraiment 7-8 minutes de bonne qualité. Je n'ai rien à dire sur ce match, c'est vraiment bon. Intéressant de voir que vu que c'est un match à 3 équipes, eh bien on a 3 superstars sur le ring et qu'à certains moments on va avoir 2 membres de la même équipe sur le ring. Ça a déjà été fait auparavant mais c'est toujours hyper intéressant à faire et à voir. On se rappelle du New Day qui était à 2 sur le ring et qui avait tenté de faire un tomber l'un sur l'autre. C'était plutôt très marrant. Et bien là ça ne va pas arriver mais tu peux aider ton partenaire en étant directement légal sur le ring. Les Pretty Deadly vont le faire, Los Garza vont le faire. Bref, c'est plutôt pas mal. Mais en vrai, on a un bel enchaînement. L'enchaînement qu'on retiendra, c'est lorsque tout le monde va porter son énorme prise et tout ça va se terminer avec les Pretty Deadly qui vont réussir à surprendre les Motor City Machine Guns et qui vont gagner ce combat pour devenir les aspirants au titre de DIY. Intéressant de noter que les Street Profits n'étaient pas dans ce combat. Je pense que c'est pour les protéger qu'on va pas mettre DIY face à Street Profits maintenant et que possiblement le garde pour Mania. Bianca Belair est sur le ring et elle veut savoir si c'est bien Naomi qui est à l'origine de l'agression de Jade Cargill. Elle veut des réponses dès ce soir et va demander à Naomi de venir. Naomi arrive sur le ring avec une Minerve. Elle dit que Cargill profitait de Belair et de son travail, de son succès. Les larmes aux yeux, elle assure que Jade Cargill n'en avait rien à faire de Bianca Belair. Le ton va monter entre les deux mais Belair veut sa réponse. Et finalement, Naomi va avouer, elle l'a fait. C'est elle qui a attaqué Jade Cargill. Bianca Belair n'arrive pas à y croire et va quitter le ring.
Elle ne veut plus avoir à faire quoi que ce soit avec elle. Naomi va pleurer et la supplie de ne pas l'abandonner, mais elle va changer de ton. Elle finit par dire qu'elle aurait dû le faire plus tôt et va traiter Bianca Belair de garce ingrate. Bianca Belair s'en va, mais une voiture va arriver en coulisses et c'est Jade Cargill qui va débarquer sur le ring pour attaquer Naomi. Elle va lui porter son Jaded pour terminer ce segment. Alors déjà, j'aimerais dire bravo mesdames, parce qu'en termes d'acting, je trouve que les deux ont été excellentes. C'était pas évident de ramener de l'émotion dans ce segment, vraiment pas du tout, et ça fait sens. Elles sont amies depuis toujours, depuis longtemps. Bianca Belair a fait confiance à Naomi, Naomi a fait confiance à Bianca Belair, et finalement c'est Naomi qui l'a trahi parce qu'elle était jalouse de Jade Cargill. Mais j'ai envie de dire, ramener de l'émotion là-dedans, c'est bien fait, c'est bien réalisé, et pourtant c'était pas évident. T'as une histoire qui dure depuis bien trop longtemps, donc personnellement, je suis pas investi du tout. Ce n'est pas le fait qu'elles ont pleuré qui fait que je vais m'investir ou non. Non, c'est fini pour moi, je ne suis plus du tout investi. Mais pour le coup, avec un public aussi qui a été mauvais, avec des what en veux-tu en voilà, c'était pas du tout évident de sortir ce genre de promo là. Donc peu importe notre intérêt ou non à cet instant là, je leur tire vraiment mon coup de chapeau parce que c'était une vraie bonne promo, très très sincère. Braun Strowman fait face à Solo Sikoa, et oui, on est dans cette feud entre le reste de la Bloodline et Braun Strowman depuis quelques semaines. C'est un match qui ne va pas forcément durer hyper longtemps, qui n'était pas mauvais du tout, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout ce qu'on va retenir de ce match et de ce segment. C'est l'après-match plutôt, parce que pendant ce match, Solo Sikoa est en domination, mais dès que Braun Strowman revient dans le match, eh bien il est à deux doigts de l'emporter. Tama Tonga va intervenir, disqualification, victoire de Braun Strowman. Strowman va s'occuper facilement de Solo Sikoa et de Tama Tonga, et c'est Jacob Fatu qui va venir sur le ring. Énorme face à face entre les deux, énorme brawl, hein. Un Jacob Fatu qui se relève de chaque prise de Braun Strowman. Il va le balancer sur la table des commentateurs, il va se relever, il va même se jeter sur lui, et puis on va même combattre dans les tribunes, on va combattre dans le public, et ça va se terminer avec un chokeslam à travers les tables dans le public. Un superbe moment. Et oui, ce n'est donc pas terminé cette histoire entre Jacob Fatu et Braun Strowman. Un Jacob Fatu qui s'est relevé très rapidement d'ailleurs de cette chute. On sait que Jacob Fatu ne vend que très peu et il le remontre encore une fois. Ouais, clairement, on va encore avoir un Fatu face à Braun Strowman dans les prochaines semaines avant d'aller possiblement sur le Jacob Fatu Solo Sikoa de WrestleMania. Chelsea Green défend à nouveau son titre de championne des États-Unis face à Michin. Et oui, à nouveau, je n'en peux plus de ce combat, on va pas se mentir. On a un combat qui va durer plus de 10 minutes, si je compte aussi le moment où elle s'attaque avant le combat. Alors c'est très dur à juger parce que finalement sur le papier, j'en ai plus rien à faire. Ce match, on l'a vu et revu. Ça fait des mois et des mois qu'elles sont en feud. Cela fait des mois et des mois que Chelsea Green est championne. Il n'a qu'une adversaire et ça, ce n'est pas normal. Tu nous mets en avant une division féminine, tu nous mets en avant cette mid-card de féminine avec ce titre de championne des États-Unis et finalement tu n'en fais rien. Chelsea Green, c'est une bonne championne, je n'ai rien à dire, mais tu lui donnes rien, absolument rien, à part Michin encore une fois. Donc ça me saoule, mais en vérité le match est très divertissant parce que c'est un street fight match et donc on va voir tous les objets qu'on aime dans les street fight match. D'ailleurs une Chelsea Green qui est en cosplay Mick Foley, c'était une touche que j'ai plutôt bien appréciée, mais oui c'est un match qui est plutôt très plaisant, le public est plutôt très investi aussi, avec notamment leur envie d'avoir des tables. Ça je n'en peux plus, mais ils veulent des tables à chaque fois. Ce public américain veut des tables et du coup on a plutôt un bon match avec une Piper Niven qui va se faire attaquer pendant le match par Bifab. Du coup on est dans un match 1 contre 1 réellement. On a une Michin qui fait le boulot, une Chelsea Green qui nous fait un coast to coast qui était vraiment très joli, mais Michin reprend le dessus et se dit qu'elle va pouvoir gagner ce combat. Elle nous porte une Swanton du haut du coin du ring sur une table qui était à moitié brisée et là elle se dit qu'elle peut gagner et finalement non, quelqu'un de capuché va intervenir et c'est Alba Fire. Alba Fire qui n'a plus sa partenaire depuis que Isla Dawn a été renvoyée par la WWE et qui fait donc son retour et qui va aider Chelsea Green. Énorme Canadian Destroyer. Chelsea Green en profite pour remporter ce combat et conserver son titre. Je vous avoue que Alba Fire en alliance avec Chelsea Green et Piper Niven, je ne le voyais pas venir. Alors peut-être que ça va attirer de la jalousie de la part de Piper Niven et qu'on aura enfin le Piper Niven face à Chelsea Green, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je suis intrigué. Alba Fire c'est une très bonne catcheuse. Alors oui elle n'a pas tout pour être une main eventeuse ou quoi que ce soit, mais sur le ring c'est quand même du très très bon.
Cody Rhodes est sur le ring avec un œil au beurre noir, une blessure pour laquelle il dit avoir dû mentir à sa fille et lui dire qu'il est rentré dans un mur, ce qui n'est pas totalement faux. Il se rappelle de tout ce que John Cena lui a apporté dans sa carrière, celui qu'il voyait comme un héros. Il dit qu'un jour il dira la vérité à sa fille, un grand homme qui a fait de grandes choses et qui disait qu'il n'abandonnerait jamais à abandonner. Cody veut cependant savoir pourquoi. Il doit bien ces explications-là à lui et aux fans. Il sait que John Cena aura une réponse toute faite et qu'il se sentira invincible, mais il n'y aura aucune justification possible. Il se rappelle de WrestleMania 40, John Cena célébrant avec lui et lui disant, en parlant du titre, cela devient plus lourd à porter avec le temps. Pour lui, ce n'est pas encore assez lourd après 300 jours de règne. Il va finir sa promo en utilisant une catchphrase de John Cena et en lui donnant rendez-vous pour WrestleMania. If you want some, come get some. On l'attendait très fortement cette promo de Cody Rhodes après l'attaque de John Cena et le heel turn de John Cena la semaine dernière. Eh bien Cody Rhodes déjà il est marqué au visage. Alors j'aimerais savoir si c'est lorsque Travis Scott a porté son mauvais coup au sol. J'aimerais vraiment savoir si c'est à ce moment-là qu'il a reçu son œil au beurre noir, parce que si c'est le cas, c'est quand même un peu grave, hein. On peut me dire ce qu'on veut, mais oui, un œil au beurre noir quand t'es Cody Rhodes sur la route de Mania, c'est pas très cool pour les interviews, etc. Bref, même pour lui, hein, ça peut être très dangereux. C'est quand même au niveau de l'œil, on sait que c'est très risqué. Bref, vous en penserez ce que vous voulez, mais en tout cas, si c'est bien sur le coup de Travis Scott, personnellement, ça me gêne. Mais oui, on attendait énormément cette réponse, et déjà, j'aime beaucoup l'attitude de Cody qui, pendant son entrée, ne sourit pas, ne fait pas son entrée classique. Il va simplement saluer les fans, mais il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie ou quoi que ce soit, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis dans la promo, c'est simple, c'est efficace. Tu termines avec une catchphrase de John Cena, il n'y a rien à dire pour une première étape, parce que ce n'était que la première étape et on espère que les deux vont vite se retrouver pour parler sur le ring. Et bah c'était vraiment excellent. Drew McIntyre fait face à Jimmy Uso, un combat de quelques minutes, très compliqué de s'investir. C'est un combat qu'on a eu il y a 2 semaines et j'en parlerai en bilan, mais c'est vrai qu'on a très peu de nouveautés du côté de SmackDown, pour le meilleur et pour le pire, mais souvent pour le pire. A noter que McIntyre, plus tôt dans la soirée, s'en était pris à Damien Priest, et ça on en reparlera après, mais sinon le match n'est pas mauvais du tout. Simplement, c'est très dur de s'investir dans un combat que tu as eu il y a 2 semaines et dans un match où finalement tu sais qu'il n'y aura pas vraiment d'importance sur le gagnant ou non, on s'en fiche un peu de qui gagne. Comme il y a 2 semaines, c'est Jimmy Uso qui avait gagné sur un roll-up, mais ça n'apportait rien à Jimmy Uso. Et bien là, c'est McIntyre qui va gagner avec un Claymore, mais est-ce que ça change quelque chose? Pas forcément. Après le match, Damien Priest va donc s'en prendre à Drew McIntyre et une énorme bagarre va éclater entre les deux avec la sécurité qui va intervenir. Je ne suis pas hypé du tout par ce combat entre Priest et McIntyre qui se présage à WrestleMania. C'est la route qui semble être prise pour Drew McIntyre et ça ne m'intéresse pas du tout. Alors les deux sont 2 excellents catcheurs, je n'ai pas de doute sur la qualité du match, mais vraiment la feud, j'en ai rien à faire. Surtout pour Drew McIntyre qui selon moi mérite un peu mieux vu tout ce qu'il a fait sur la dernière année et même plus. Et sans dévaloriser Damien Priest, eh bien selon moi ce n'est pas assez. Et dans le main event, je parlais de rematch, et bien on se retrouve avec un Shinsuke Nakamura qui défend son titre de champion des États-Unis face à LA Knight. Un combat qui va durer 10 minutes et un combat qui finalement n'est pas forcément très bon en termes d'in-ring. C'est un match de Nakamura, donc je ne m'attends à plus rien, on va pas se mentir. J'en ai vraiment plus rien à faire de Nakamura sur le ring, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais du coup, le match va être sauvé par l'overbooking du combat. Et oui, parce que le match se déroule normalement pendant 8-9 minutes, et puis les 3 dernières minutes, c'est du grand n'importe quoi et ils vont nous mettre un stress énorme. Et oui, ils vont jouer avec un certain suspense et je dois le dire, ils m'ont eu, je dois le dire, ça a très bien fonctionné. Parce que LA Knight, le 2 fois aspirant au titre, j'ai envie de l'appeler comme ça, va prendre le dessus, mais Shinsuke Nakamura va porter son mist et son mist va se retrouver dans le visage de l'arbitre. On n'a plus d'arbitre, LA Knight fait un roll-up qui fait 3, mais il n'y a pas d'arbitre pour faire le tomber et donc là c'est un gros bordel où pendant 2 minutes on n'a pas d'arbitre, on a un Nakamura qui a une chaise qui prend le dessus sur LA Knight et on se dit que ça pue cette histoire, sauf que LA Knight va réussir à retourner la situation, va réussir à porter son BFT sur cette même chaise et un arbitre sauvage va apparaître au dernier moment qui va faire le tombé gagnant pour LA Knight qui va redevenir champion des États-Unis. Oui, le match est très anodin et très quelconque, mais les 3 dernières minutes c'est vraiment plutôt pas mal et on joue avec un énorme suspense et j'ai eu très peur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire
commentaires si vous y avez cru à la victoire de Shinsuke Nakamura. Eh bien non, heureusement c'est LA Knight qui redevient champion des États-Unis et il était temps. Le règne de Nakamura était une catastrophe, on peut le dire maintenant qu'il est terminé. C'était immonde, horrible, utilisez le mot que vous voulez. Et il est temps pour LA Knight de remettre en avant ce titre, de redéfendre ce titre semaine après semaine contre d'autres adversaires. Donc ouais, c'est un très bon choix qui a été fait pour terminer ce SmackDown. Bilan de ce SmackDown, de mon côté on sera sur un 6,5 sur 10 parce que oui, il y a des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est-à-dire toutes les promos sur ce show. Vraiment, je les ai toutes trouvées excellentes. Bianca, Naomi, Orton, Cody, c'était vraiment du très haut niveau en termes de promos, mais en termes d'in-ring, je ne retiens rien. Mais alors absolument rien du tout, et ça c'est quand même bien dommage, à part peut-être le match par équipe qui était très sympa. D'ailleurs, petite précision, c'est la semaine prochaine qu'on aura Street Profit face à DIY pour le titre. On peut imaginer une fin un peu bizarre qui nous mènera à un match à stipulation à Mania. Mais oui, dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression de voir le même SmackDown chaque semaine. Rien n'est catastrophique dans ce show. À aucun moment je me dis c'est quoi cette... Non, jamais. Mais pour le coup, il y a quand même pas grand chose d'extraordinaire sur le ring. On est sauvé par la promo de Cody qui était fantastique, la promo d'Orton et la promo entre Bianca et Naomi qui là aussi était vraiment génial. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on ne se retrouve pas aujourd'hui en live. Et oui, malheureusement je ne peux pas faire de live aujourd'hui, peut-être demain je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut